Après plusieurs voyages au Ladakh, dans l'Himalaya indien, et en particulier dans la vallée du Zanskar, les souvenirs forts suscités par les paysages grandioses, la culture bouddhiste tibétaine, et surtout les moments partagés avec nos amis Zanskarpa, donnent chaque année une nouvelle motivation pour repartir, parcourir de nouveaux sentiers et faire de nouvelles rencontres. En 2007, après de nombreuses lectures et discussions, le choix s'est porté sur un itinéraire sauvage et peu fréquenté, le Jumlam. Avec l'appui logistique de notre ami Tenzing Lakpa et de son agence Zanskar Trek, et guidé par Gezang, que nous connaissons depuis maintenant 2 ans, ce trek a été organisé en septembre, à la saison des basses eaux des rivières, dont l'itinéraire emprunte souvent le lit. C'est ainsi qu'est né le projet Jumlam, le chemin dans la rivière, objet de cette présentation. Un trek engagé de 10 jours, à 4000 mètres d'altitude en moyenne, avec des cols à plus de 5000 mètres, commence par une période d'acclimatation. En séjournant quelques jours à Leh, à 3600 mètres, même en terrasse, vous faites de gros globules rouges. Et les visites de nombreux sites permettent de joindre l'utile à l'agréable, en profitant encore des douceurs de la ville avant de partir vers des vallées isolées. Les monastères sont des havres de paix dont le calme apaisant est bercé par les chants des moines qui vivent ici une existence qui fait réfléchir sur notre monde occidental si bruyant et agité. Cette plénitude, dans de tout petits monastères, est reposante et ramène aux vraies valeurs en remettant en cause beaucoup de choses qui font de notre existence une course permanente vers un plus qui s'éloigne au fur et à mesure que l'on s'en approche. Être ou avoir, ainsi pourrait-on résumer les 2 conceptions de la vie qui se trouvent alors confrontées.
Ley, à 3600 mètres d'altitude, est une ville qui se développe de façon galopante, grâce au tourisme, véritable manne pour ses habitants. Ancien carrefour caravanier important, ruiné par la fermeture de la frontière tibétaine par les Chinois en 1959, ce qui n'était qu'une petite bourgade devient une grande ville, au risque d'y perdre son âme. La montée au palais, construit au XVIIe siècle, peu de temps avant le Potala de Lhasa, permet de retrouver un peu de sérénité auprès des nombreux drapeaux de prière. Mais les traditions subsistent à côté du modernisme. La ville est édifiée dans la fertile vallée de l'Indus, cultivée par de petits propriétaires qui irriguent leurs champs avec soin. La principale production est l'orge. Cette céréale, qui est adaptée à l'altitude, donne une fois grillée la tsampa, cette farine qui est la base de l'alimentation ladakhi. L'élevage est également important. Si, en montagne, le yak est très présent, ici dans la vallée, c'est le tso et sa femelle, la tsomo, croisement de yak et de vache. Avec les 2 litres de lait quotidien, les Ladakhi fabriquent du beurre, du yaourt et du fromage. Les fromages séchés, tchourpés, seront consommés pendant l'hiver dans la soupe traditionnelle, la tukpa. Le beurre, lui, est utilisé pour faire le thé au beurre salé, le gurgurcha, dont les Ladakhi et Zanskarpa boivent jusqu'à 40 tasses par jour. Ces baies sont le fruit de l'argousier, à forte teneur en vitamine C. Il y a quelques années, un Français a créé une entreprise à lait produisant un jus de ces fruits dénommé lait berry. Depuis, cet arbuste épineux, qui n'était utilisé que pour fabriquer des enclos pour les animaux, est apprécié pour ses qualités nutritionnelles. Filer la laine demande beaucoup plus de savoir-faire que d'envoyer un email. Au Ladakh, on file la laine de moutons, de chèvres, la célèbre pashmina dont on fait des cachemires, ou de yak. Elle est ensuite tissée pour faire des vêtements, la traditionnelle gancha que portent toujours de nombreux Zanskarpas, des couvertures ou des sacs. Chaque année, début septembre, a lieu le Festival de lait. Ce long défilé de représentants des différentes vallées du Ladakh manque aujourd'hui d'authenticité. Il est en fait essentiellement destiné à des hordes de touristes, dont nous sommes, qui recherchent tous la photo qu'il ne faut pas rater, sans respect souvent des traditions ou des hommes et femmes qu'ils prennent en photo. Pour les populations locales, ce festival est devenu un grand bazar qu'ils regardent souvent de loin ou depuis leur balcon.
Après ces quelques jours de détente et d'acclimatation, il faut passer aux choses sérieuses et attaquer ce qui est le grand objectif de ce voyage. L'itinéraire, si souvent suivi depuis des mois dans les livres ou sur les cartes, est maintenant devant nous. C'est une réalité que nous allons avoir à découvrir et peut-être à affronter. Le rêve se concrétise. Nous voilà partis sur le Jumlam, le chemin dans la rivière. Ce trekking permet de relier la vallée de l'Indus, au nord, à celle du Zanskar, au sud. Autrefois utilisée par les caravanes de nomades qui amenaient le sel des hauts plateaux du Chantang sur le dos de leurs moutons pour l'échanger contre l'orge de cette vallée, il est essentiellement fréquenté aujourd'hui par de rares groupes de randonneurs occidentaux. Jumlam signifie en zanskari le chemin du milieu, car il se situe entre la grande traversée nord-sud du Zanskar, la Mayuru Padum, et la traversée est-ouest, Sarchu Padum. Ce tracé d'environ 100 km ne quitte pratiquement pas les 4000 mètres d'altitude. Il commence à Shamsundo, près de Hemis, et se termine à Zangla, au Zanskar, dont l'on rejoint Padum par une piste jeepable. Le passage de 3 cols, à 5000 mètres, donne une dimension alpine à cet itinéraire qui emprunte souvent le lit des rivières dans des vallées étroites qui prennent parfois l'allure de véritables gorges. Le Jumlam n'est généralement praticable qu'en automne, car l'été, l'eau de fonte des glaciers rend les torrents infranchissables. Au petit matin du premier jour, les bagages sont là, les chevaux attendent d'être battés, leur hache a sonné. Le tronçon de cette journée offre d'entrée de jeu des paysages d'une rare beauté, avec des gorges resserrées et des flancs de montagnes abruptes qui ne font que laisser passer l'eau, mais pas plus. Les rencontres sur le parcours permettent toujours quelques échanges et donnent une idée des conditions de vie de ces peuples de montagne qui profitent de la belle saison pour exploiter de petites parcelles. L'arrivée à Shurkirmo est une surprise, car il y a déjà les 2 tentes parachutes du restaurant, la grande classe dans cet isolement. Après le montage du premier camp, la fin de journée est consacrée à la contemplation de cette nature violente et à la photo d'un chorten résistante au coucher de soleil. Mais dans la nuit, la pluie s'est invitée à 4000 mètres. Au lever, le camp a perdu de sa poésie et l'humidité fait l'ambiance. Ceci n'est rien, me direz-vous, sauf que l'itinéraire du jour passe par le col de Kongbarula à 5250 mètres et que la neige nous y attend. La grimpée est alors une sortie hivernale dans laquelle la caravane progresse avec précaution et ténacité. Grosse inquiétude sur l'importance de la couche et sur l'évolution du temps, car il était bien convenu que ce départ était une tentative et que si les éléments ne s'amélioraient pas, nous ferions demi-tour.
Mais au col, le plafond s'est un peu relevé, la visibilité est meilleure, attestant que cette vague de nuages n'est que le passage. La descente ne permet pas de sortir de la neige et le camp de Tacunce donne à ce trek ses valeurs d'aventure. Au lever du jour, le temps a basculé du bon côté. La fraîcheur dans ce vallon n'a pas les mêmes connotations qu'hier soir. Le soleil est avec nous. L'étape du jour est une descente dans le lit de la rivière. C'est un véritable plaisir que de retrouver des conditions agréables qui permettent la flânerie, l'évasion, la contemplation de ces paysages. La traversée de rivière est dans ce trek une technique qu'il faut bien appréhender. Dans ce domaine, nous en sommes à l'apprentissage avec beaucoup de précautions et de maladresse. Le camp du soir sera dans une vallée ouverte, une grande opération séchage tous azimuts. Aucune surface, aucun fil ne sera épargné. Cette quatrième étape, en 3 tronçons bien distincts, commence par la très longue remontée progressive dans le lit de la Langtang Chan. Puis, au-delà de sa source, le passage du col Zalung Karpo La à 5197 mètres. Et pour finir, la descente vers Rabrang. Cette 5e journée sera la plus belle étape de ce trek. Commencer dans le lit de la rivière, poursuivre par des chemins escarpés où les chevaux nous ont impressionnés, traverser encore de nombreuses fois cette rivière et finir dans une petite vallée hospitalière a donné à cette journée des sensations du domaine du rêve.
La solidarité est une des qualités de ces hommes qui s'entraident avec spontanéité, naturellement. Cet homme qui fait un de nos chevaux fait partie d'une autre caravane que nous avons croisée à ce campement. Trouver un maréchal Ferrand à 4000 mètres, en plein Zanskar, à 3 jours de marche du prochain village, relève de la Zanskarpa Assistance. Bravo et merci. Cette étape de Tilitsumdo à Stabdonsa est sur la carte tranquille, une grande journée sans difficulté apparente. Le soleil, les panoramas, tout est simple au départ. Mais c'est une véritable partie de bain de pied inégalable. Les 42 traversées de la rivière dans de l'eau qui sort des névés donnent une approche de ce que peut être la congélation. Les pieds à rude épreuve ne permettent plus de ressentir les appuis, même en traversant avec les chaussures, que vous ne prenez plus la précaution d'enlever à partir de la 4e traversée. Belle journée, après les séchages de la veille, pour passer de Stabdunsa, à 4060 mètres, à Tchoupchak, 4500 mètres. Le spectacle permanent de ces grands paysages offre une sensation d'isolement dans un calme reposant. L'ambiance avec notre équipe est des plus sereines, et le soir, autour du feu, une douce sérénité nous envahit, en reconnaissant bien volontiers le véritable pouvoir calorifique des crottes de cheval qui valent largement les boulets de charbon. Cette journée commence par des sensations fortes, car les gorges commencent à se resserrer et le chemin est soudain devenu un passage dans lequel doubler est incorrect. Nous comprenons mieux pourquoi, en été, le Djumlam est très difficile à parcourir, car avec un peu plus d'eau, certains passages deviennent infranchissables.
Après la sortie de ces gorges, nos guides nous expliquent que le détour en cas de hautes eaux est une véritable galère. C'est en réfléchissant à tout cela, dans la longue remontée au col du Charcharla, à 4915 mètres, que l'idée maîtresse de ce trek est vraiment le chemin dans la rivière. La dernière étape, pour arriver à Zangla, marque la fin de cette aventure. C'est avec une certaine mélancolie que nous laissons derrière nous cette rivière que nous venons de parcourir, ces gorges qui se referment, et nous découvrons la vallée du Zanskar qui s'ouvre comme pour nous délivrer de ce que nous avons tant aimé, et donc quelque part dans la tête, nous ne voudrions pas sortir. Au loin se profilent les ruines du Palais Royal qui domine le village de Zangla. Une petite halte pour le visiter et se recueillir devant la plaque commémorant le séjour du Hongrois Alexandre Tsoma-des-Koros, pionnier des études tibétaines, qui vécut ici en 1823-1824 pour écrire le premier dictionnaire tibétain. L'arrivée au terme de ce trek dans le village de Zangla est un vrai bonheur. Ici, la nature rythme encore la vie des habitants. La poursuite du périple vers Padoum, en véhicule tout-terrain, permet de rejoindre cette bourgade de 1000 habitants, capitale du Zanskar. Les maisons très simples abritent des familles qui comptent de nombreux enfants et qui mènent une vie encore marquée par les traditions. À 3600 mètres d'altitude, la fin du court été est consacrée aux récoltes pour constituer les réserves nécessaires à la survie. Les stocks de combustible devront aussi être gérés avec parcimonie. L'accueil est toujours chaleureux et le sourire est présent sur toutes les lèvres. C'est peut-être cela le bonheur. Une promenade près de Padoum permet d'admirer des sculptures bouddhistes pré-tibétaines,
attestant la présence très ancienne de cette religion venue de l'Inde, au sud. Une invitation par des femmes du village à une fête traditionnelle a permis de partager des moments de franche rigolade, surtout lorsqu'il a fallu esquisser quelques pas de danse. Traditionnelle, la fabrication du beurre par chaque famille est la démonstration d'un savoir-faire ancestral, avec des moyens simples, mais astucieux et efficaces. Les travaux agricoles occupent les Anscarpas de façon intensive de juin à octobre. Labour, moisson, battage ou vannage des céréales occupent souvent tous les membres de la famille. Cette agriculture irriguée souffre aussi aujourd'hui des conséquences du changement climatique. En hiver, la neige est de plus en plus rare, et donc l'eau est de moins en moins abondante l'été suivant. Certains villages connaissent déjà des difficultés et leur avenir paraît bien incertain. Les écoles, comme celle de Pipiting, sponsorisée par l'association française AAZ, sont marquées par la tradition anglaise, héritage de l'Empire des Indes britannique. Les enfants portent l'uniforme et, après le nettoyage des classes, la journée commence toujours par un rassemblement où se succèdent prières bouddhistes, hymne national indien et, une fois par semaine, séance de gymnastique. Aux Anscars, les grandes vacances ont lieu de novembre à avril, car il fait trop froid pour travailler dans les salles de cours qui ne sont pas chauffées. Comme beaucoup d'enfants doivent aider aux travaux agricoles en été, leur scolarité est donc réduite. C'est pour cela qu'a été créée l'association Toxpo, qui va aider Ichar, un village de la vallée de la Nungnak, à bâtir une Solar School, une école chauffée grâce à l'énergie solaire et qui fonctionnera donc en plein hiver.
paysages grandioses incitent à réfléchir sur cette civilisation, sur ces valeurs qui animent les habitants du Zanskar. Confrontés à une nature dure, à un hiver rude, à des conditions de vie difficiles, ils gardent un optimisme empreint de fatalisme qui leur fait accepter tout cela avec bonne humeur. Surtout, les Zanskarpas savent accueillir avec une spontanéité et une générosité qui permettent très vite de nouer des relations d'amitié fortes. Lorsque vous quittez le Zanskar, il reste pour toujours présent dans votre esprit et vous n'avez qu'une hâte, y retourner pour retrouver vos amis Zanskarpas. Quitter le Zanskar signifie chaque fois retrouver un monde moderne où la vie est plus facile, plus confortable. Mais c'est aussi laisser derrière soi des amis, toute une société où les relations humaines sont plus fortes, plus vraies. Mais le Zanskar est actuellement en mutation. Le modernisme bouleverse la société zanskari. Des machines, la médecine, l'instruction permettent aux Zanskarpas d'avoir des conditions de vie moins difficiles. Mais parallèlement, de nombreux jeunes quittent les villages pour aller à Leh ou dans le sud de l'Inde, et certaines traditions sont en train de se perdre. Le Zanskar va donc devoir trouver un équilibre entre tradition et modernisme. Merci à tous ceux qui ont participé, d'une manière ou d'une autre, à la réalisation de ce chemin dans la rivière. Pour finir, retenons ce proverbe qu'un ami Zanskarpa nous a adressé, à nous occidentaux. Vous avez les montres, mais nous avons le temps. Puisse le Zanskar avoir le temps de maîtriser son changement.